Mon grand-père n'a pas élevé la voix lorsqu'il m'a révélé le secret que tous les autres convives voulaient me cacher. Il a simplement posé sa fourchette, ouvert son ordinateur portable et demandé à Hélène. « As-tu reçu le courriel concernant ton fonds de placement ?» Les 10 premières secondes furent un tourbillon de couverts qui s'entrechoquaient et de respirations haletantes. Ma mère s'est figée. Ma sœur fixait son assiette, et j'ai senti quelque chose en moi basculer, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, car j'ignorais jusqu'à l'existence de ce fonds. Ce que mon grand-père m'a montré ensuite n'a pas seulement transformé le dîner, il a changé le cours de ma vie. Je m'appelle Hélène Aïe. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'être discrète simplifiait tout. Quand on grandit dans une maison où les victoires de sa sœur sont exhibées comme des trophées et où ses propres besoins sont relégués au second plan, on apprend à se faire toute petite. On apprend à parler à voix basse, à prendre le moins de place possible pour survivre en ne demandant pas trop. Ma mère me disait toujours « Ne complique pas les choses, Hélène ». Sur le même ton que les autres parents utilisaient pour dire bonne nuit. Je l'ai cru pendant des années. C'est pourquoi, assise à la table de Thanksgiving chez mon grand-père, entendre les mots « fonds de placement » m'a donné l'impression que quelqu'un avait plongé dans mon enfance et brisé tous mes souvenirs en deux. Fonds de placement à moi. C'était absurde. J'ai grandi en comptant chaque dollar, en travaillant les week-ends à l'épicerie, en recousant les manches de pull de seconde main, en demandant à ma mère si nous avions mis de l'argent de côté pour les études, pour n'entendre que la même réponse « on fait de notre mieux ». L'argent est rare, mais il ne l'était jamais. Pour Marissa, ma sœur aînée, j'ai eu des cours de danse, des stages d'été, une voiture neuve à 17 ans, et d'une certaine manière, tout cela me paraissait logique à l'époque. Elle était la star, celle dont tout le monde attendait qu'elle brille. Je me suis persuadée que c'était bien ainsi, que je n'avais tout simplement pas besoin d'autant. Grand-père Arthur était l'exception. Il ne m'a jamais traitée comme une simple formalité. Il se souvenait de mes livres préférés, s'enquérait de mon travail à la fac, était venu à ma remise de diplôme, même quand mes parents disaient que la circulation était trop dense pour y assister. Mais même lui n'avait jamais soufflé mot d'un fonds fiduciaire. Pas une seule fois. Alors, quand il a posé cette question à table, je n'étais pas seulement perplexe, j'étais mortifiée. Une honte qui vous prend aux tripes et vous murmure que vous êtes peut-être la seule à table à ne pas comprendre la blague. Le visage de ma mère n'arrangeait rien. Elle ne me regardait pas. Elle lançait un regard noir à grand-père, comme pour le supplier de fermer l'ordinateur avant que je ne voie la suite. Mon père continuait de couper sa dinde alors que personne ne mangeait. Et ma sœur portait son verre à ses lèvres, sans boire. Chaque petit geste semblait répété, coordonné, comme s'ils savaient tous quelque chose que j'ignorais. Et peut-être le savaient-ils, car la vérité m'a frappé de plein fouet avant même que l'ordinateur ne soit complètement retourné. Quelqu'un dans cette pièce avait pris des décisions concernant mes finances, mes opportunités, mon avenir. Quelqu'un avait réécrit l'histoire de ma vie pendant que je m'efforçais de ne pas faire de vagues. Et si j'avais raison, alors ce n'était pas qu'un simple malentendu. 10 ans de silence, bâtis sur un mensonge délibéré. Grand-père ne se précipita pas lorsqu'il tourna l'ordinateur portable vers moi. Ses doigts se déplaçaient lentement, délibérément, comme s'il voulait laisser à chacun la possibilité de l'arrêter, s'il osait. Personne n'osa. L'écran s'inclina et sa lueur baigna les assiettes, les bougies, la mâchoire crispée de ma mère. Je me penchai en avant. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Des rangées de mets apparurent, les objets répétant les mêmes mots inlassablement. Relevé annuel de fiducie, avis aux bénéficiaires, confirmation de contact, 10 ans de messages, 10 ans de mise à jour, 10 ans d'informations qui auraient dû me parvenir, mais qui ne m'étaient jamais parvenues. Un instant, je pensais qu'il devait y avoir une autre explication. Peut-être que la banque s'était trompée d'adresse. Peut-être qu'il y avait une autre Hélène Aïe. Peut-être s'agissait-il d'une étrange erreur administrative. Mon esprit cherchait frénétiquement une explication qui me permette de croire que ma mère avait raison lorsqu'elle murmura « Ce n'est pas possible ». Comme si c'était elle qui avait été prise au dépourvu. Mais j'ai cliqué sur l'adresse de l'expéditeur. Et ce qui est apparu a réduit à néant toutes mes excuses. L'adresse email indiquée n'était pas la mienne. Elle ne l'avait jamais été. C'était une variante de celle de ma mère, une adresse qu'elle utilisait pour ses comptes bancaires, une adresse que j'avais reconnue grâce à de vieilles factures qu'elle gérait seule. J'ai eu un coup au cœur. Pourquoi ? Pourquoi ce message serait-il envoyé à ton adresse email ? Ai-je demandé, sans accuser,
essayant simplement de reprendre mon souffle après ce choc. Je croyais comprendre. Ma mère n'a pas sourcillé. Je ne sais pas, Hélène. Les banques font des erreurs tout le temps. Mais grand-père ne l'a pas quitté des yeux. Ce genre d'erreur est rare, a-t-il dit doucement. Ma mère a rougi. Mon père s'est agité sur sa chaise, comme s'il se préparait à la défendre, mais aucun mot n'est sorti. Marissa les regardait tour à tour, confuse, peut-être effrayée, ou peut-être simplement inquiète que, quoi que ce soit, cela puisse la concerner. J'ai ouvert le plus ancien email, celui de l'an 10. Je me souvenais parfaitement de cette année-là. C'était l'année où j'avais demandé à mes parents si nous avions mis de l'argent de côté pour mes études, car ma bourse ne couvrait pas tout. Maman m'avait répondu, « On fait de notre mieux, mais on a des difficultés financières, ma chérie. » Sauf que ce n'était pas le cas. Pas pour la personne à qui ces courriels étaient destinés. Pas pour moi. J'ai fait défiler les courriels de l'année suivante, puis ceux d'après. Chaque courriel correspondait à un moment de ma vie où j'avais eu besoin d'aide et où l'on m'avait dit de me débrouiller seule. Des soirs où je sautais des repas pour économiser. Des matins où j'allais en cours à pied sous la pluie parce que ma voiture était en panne et que la réparer n'était pas une priorité. Des étés où je faisais des doubles journées de travail pendant que Marissa partait en stage de danse dans d'autres villes. Chaque souvenir se précisait sous la lueur de l'ordinateur portable. Grand-père a enfin repris la parole, d'une voix assurée. Hélène, ces documents sont à toi. Ils l'ont toujours été. Et quelqu'un a fait en sorte que tu ne les vois jamais. La table me semblait plus petite, l'air plus lourd. Je sentais le regard de ma mère me transpercer, mi-avertissement, mi-panique. J'ai refermé l'ordinateur portable doucement, non pas pour mettre fin à l'instant, mais pour contenir la fureur qui montait en moi. Car maintenant, je savais que ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait délibérément réécrit ma vie. Je n'ai pas rouvert l'ordinateur tout de suite. Je suis restée assise là, les mains posées sur le couvercle fermé, sentant la chaleur de l'écran m'envahir les paumes. 10 ans de promesses, 10 ans de silence. 10 ans à entendre qu'il fallait être patiente, pragmatique, ne pas trop espérer. Et pendant tout ce temps, l'aide que j'avais implorée existait déjà, à mon nom, sous mes yeux. Ma poitrine s'est serrée tandis que les souvenirs revenaient en éclairs douloureux et humiliants. La nuit de ma première année d'université où ma carte a été refusée à la librairie et où j'ai fait semblant d'avoir oublié de faire le virement. Les vacances d'hiver, à faire des heures supplémentaires pour payer mon loyer, tandis que Marissa publiait des photos d'un stage intensif de danse d'1 semaine, financé par mes parents. Les après-midi, à pleurer en silence dans les toilettes au travail, car je ne savais pas comment j'allais pouvoir acheter un nouveau manuel scolaire. Et chaque fois que je demandais à maman si on avait des économies, elle souriait comme si elle m'avait jeté une tarte à la crème. La vie coûte cher, Hélène. Il faut se débrouiller. Non, elle s'était assurée que je me débrouille. De l'autre côté de la table, maman se redressa enfin, essayant de reprendre ses esprits. On ne tire pas de conclusion hâtive, dit-elle comme si toute cette histoire n'était qu'une crise de colère de ma part. Hélène ne comprend rien à tout ça. Les finances, c'est compliqué. Ces mots me blessèrent plus qu'ils n'auraient dû. J'avais entendu ce ton toute ma vie. Condescendant, méprisant, comme celui qu'on utilise avec un enfant qui s'aventure toujours là où il ne devrait pas. Mais grand-père n'en démordait pas. Hélène, dit-il lentement. Explique-moi pourquoi son adresse a été remplacée par la tienne. Son regard se porta rapidement et intensément sur mon père, comme pour lui faire signe d'intervenir. Il se décala sans dire un mot, alors elle réessaya. Je m'occupais des papiers de la maison. Si quelque chose n'était pas à jour, c'est sans doute par erreur. Une erreur. Pendant 10 ans, année après année, déclaration après déclaration, chaque courriel atterrissait dans sa boîte de réception. On pourrait le croire, mais pas moi. Plus maintenant. Je me suis levée, reculant ma chaise de quelques centimètres. Mes pieds ont raclé le parquet, brisant le silence. Si c'était une erreur, ai-je murmuré. Pourquoi étais-je la seule dans la famille à ignorer l'existence de ce fonds fiduciaire? Pourquoi avais-je tant galéré alors que Marissa? N'implique pas ta sœur là-dedans, s'est exclamée maman, la voix brisée pour la première fois. Marissa s'est recroquevillée sur elle-même, les yeux écarquillés. J'ai gardé mon calme. Je ne l'implique dans rien. Je demande juste pourquoi on a fait en sorte que je ne sache jamais ce qui m'appartenait. Pour la première fois de la soirée,
Ma mère n'a pas su quoi répondre. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, ses doigts crispés sur sa serviette, la froissant. Grand-père s'est penché en avant. Hélène, tu mérites la vérité, et tu mérites de gérer tes finances. Gérer ses finances, un mot qu'on ne m'avait jamais prononcé. J'ai expiré lentement et profondément. Ça se termine ce soir, ai-je dit, d'une voix ferme. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Mais intérieurement, quelque chose s'est solidifié, quelque chose de tranchant, une certitude. Je n'étais plus seulement la silencieuse. Cette fois, je n'allais pas détourner le regard. C'est grand-père qui a finalement rompu le silence. Il a reculé sa chaise, s'est levé lentement, les articulations raides par l'âge, mais sa présence imposante, et a balayé la table du regard, comme pour faire l'inventaire des personnes en qui il pouvait encore avoir confiance. Puis, avec ce même calme qui mettait tout le monde mal à l'aise, il a dit « On ne finira pas de dîner tant qu'on n'aura pas compris ce qui s'est passé. » Ma mère s'est raidie. Mon père s'est déplacé. Marissa a dégluti difficilement. Grand-père a fait signe vers le salon. Venez tous. Nous nous sommes déplacés en groupe, dans une migration tendue, de la table à son bureau. La lumière y était plus chaude, plus douce, mais l'air y était plus froid. Il y avait quelque chose, en entrant dans cette pièce remplie de certificats encadrés, de livres reliés en cuir et du vieux blason familial accroché au mur, qui rendait impossible de feindre la complexité ou le flou. Dans cette pièce, les excuses n'étaient pas tolérées. Grand-père posa l'ordinateur portable sur son bureau. Asseyez-vous. Personne ne désobéit. Je me tenais debout derrière la chaise qu'il m'avait tirée, les mains crispées sur le dossier, cherchant à me recentrer. Maman était assise à côté de papa, le dos raide, prête à argumenter. Marissa rôdait près de la porte, comme si elle espérait s'éclipser discrètement. Grand-père ouvrit l'historique des emails. La lueur bleu-blanc projette de longues ombres sur les murs, dit-il. Il ouvrit un email datant d'il y a 10 ans, l'année de mes 17 ans. C'est à ce moment-là que les coordonnées ont été modifiées. L'écran révéla l'ancien email barré, remplacé par un autre. Celui de ma mère, une modification délibérée. Horodatée, enregistrée, documentée. Maman eut un hoquet de surprise. Ça peut être n'importe quoi, dit-elle rapidement. Les banques mettent les choses à jour automatiquement. Non, intervint grand-père. Pas sans que le titulaire du compte ou son tuteur en fasse la demande. Je regardai mon père. Tu l'as demandé. Il secoua la tête. Il ne regarda même pas ma mère. Non. Alors, à qui avais-je demandé? Discrètement, sachant déjà la réponse? Personne ne répondit. Grand-père cliqua de nouveau, ouvrant le courriel de confirmation qui suivait la mise à jour. Un message remerciant l'utilisateur d'avoir vérifié les nouvelles coordonnées. C'était clair. C'était net. C'était clair. L'adresse IP provenait de notre maison à Seattle. La voix de ma mère se brisa. J'essayais juste de m'organiser. Je la fixais, elle qui m'avait appris à dire merci pour tout, même les petites choses, qui me disait que la vie était plus simple si je n'attendais pas grand-chose. Maman, tu m'as laissé faire des doubles journées pendant que l'argent à mon nom restait là, sans que je touche. Elle recula comme si je l'avais giflée. Tu étais trop jeune pour comprendre la responsabilité. Je ne voulais pas que tu dépendes d'un argent que tu n'avais pas gagné. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Mais Marissa, elle, l'a compris. Marissa a tressailli. Je ne savais pas que c'était à toi, Hélène. Je te jure que maman a dit de ne pas le faire. Maman l'a réprimandé sèchement. Pas un mot de plus. Mais le mal était fait. Grand-père s'est adossé à sa chaise. Hélène, tu as caché un bien financier à son propriétaire. Ce n'est pas de l'organisation. C'est du contrôle. La voix de ma mère s'est durcie. J'ai fait ce que j'avais à faire pour la famille, pour la stabilité. Hélène n'a jamais eu besoin de grand-chose, et Marissa avait besoin de tout ce que je lui demandais. C'est tout? Elle a serré les lèvres. Papa a finalement pris la parole, à voix basse. Hélène, on aurait dû lui dire. On aurait dû. Ma mère a tourné la tête brusquement vers lui. Richard, pas maintenant. Mais grand-père ne lui a pas laissé le temps d'esquiver la question. Tu m'as menti, a-t-il dit. À Hélène,
Pendant 10 ans. La mâchoire de ma mère a tremblé. Oh, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. J'en comprends assez. Il a cliqué sur un autre email. C'était une notification de fonds en fiducie datant d'il y a 3 ans, l'année où je jonglais entre le loyer, les cours et un job étudiant pour pouvoir me nourrir. Je me souviens avoir pleuré dans l'intimité de mon petit appartement, me disant que j'avais échoué à devenir adulte avant même d'y être. L'objet du courriel me narguait maintenant. Mise à jour annuelle des allocations. De l'argent qui aurait pu tout changer. De l'argent dont je n'avais jamais eu le droit de connaître l'existence. Maman, dis-je doucement. Pourquoi? Elle ferma les yeux. Une larme fragile coula, mais sa voix restait sur la défensive. Parce que tu n'aurais pas pris les bonnes décisions. Tu as toujours été sensible, facilement submergé. Je devais te protéger pour que tu ne le gaspilles pas. Mon souffle se coupa. Me protéger. Oui, insista-t-elle. Et si tu avais su pour la fiducie, tu serais parti trop vite. Tu nous aurais quittés. La vérité s'abattit lourdement entre nous. Elle n'avait pas caché l'argent parce que j'étais irresponsable. Elle l'avait caché parce qu'elle avait peur que je grandisse sans sa permission. Ce n'était pas à toi de décider, murmurai-je. Ma mère secoua la tête, refusant la vérité, pourtant indéniable. J'ai tout fait pour cette famille. La voix de grand-père se fit plus dure. Alors pourquoi seulement à Hélène? Pourquoi n'as-tu pas redirigé les emails concernant le fonds fiduciaire de Marissa? La question réduisit à néant toutes ses excuses. Elle n'avait pas de réponse. Le silence régnait dans la pièce, hormis la respiration régulière de grand-père. Puis il se tourna vers moi. Hélène, tu devrais avoir accès à tout maintenant. Le contrôle total. Si tu veux, je peux appeler le conseiller bancaire ce soir. J'acquiesçai. Oui, je le veux. Maman releva brusquement la tête. Tu ne peux pas. Moi si, dit grand-père. Et je le ferai. Elle me regarda, les yeux écarquillés, la voix brisée. Hélène, s'il te plaît, on peut régler ça en privé. Non, dis-je, pour une fois, on ne règle pas ça en secret. Ma mère se leva d'un bond, les genoux flageolants. Elle s'appuya sur le bureau. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Si tu prends le contrôle de tout ce que nous avons construit. J'ai gardé une voix calme et posée. Maman, tu ne l'as pas construit. Tu me l'as emprunté. Ces mots ont résonné plus fort que n'importe quel cri. Elle s'est affaissée dans son fauteuil. Grand-père a posé une main sur mon épaule. Tu fais ce qu'il faut. Pour la première fois, je l'ai ressenti aussi. Ni triomphe, ni vengeance, juste de la clarté. Une vérité qui m'appartenait enfin. J'ai regardé l'ordinateur portable, la décennie de décisions volées, et j'ai su que c'était le moment où ma vie se séparait en un avant et un après. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas en arrière. Le conseiller bancaire a rappelé dans l'heure, confirmant le transfert de tous les accès et notifications. Entendre mon nom, mon adresse email figurant comme contact légitime, me semblait étrangement irréel. Comme entrer dans une vie que j'aurais dû vivre il y a des années. Grand-père m'a serré la main, fier mais silencieux, me laissant savourer l'instant. Ma mère est restée assise, les épaules rentrées, ne discutant plus. Mon père a enfin croisé mon regard, la culpabilité adoucissant une rigidité qui durait depuis des années. Marissa murmura quelques excuses en me croisant sur le chemin du retour. Plus tard, dans le calme revenu, une fois tout le monde parti, je me suis assise seule dans le bureau de grand-père, parcourant les notifications qui venaient d'apparaître. 10 ans de regrets, 10 ans de choix volés. Mais maintenant, enfin, je maîtrisais le destin de mon avenir, l'histoire qu'ils avaient tenté d'écrire sans moi. Je suis sortie de chez grand-père avec pour seul bagage un manteau et une décennie de lucidité. Pour la première fois, mon avenir m'appartenait, et non à ceux qui craignaient que je ne le prenne. Si cette histoire vous touche, partagez votre expérience ci-dessous et abonnez-vous pour lire la suite.